Hello, bonjour tout le monde, je m'appelle Dorinex Gomba, je suis mannequin et aujourd'hui je me raconte. J'ai grandi dans une famille nombreuse, aimante et très ancrée sur les réalités. C'est-à-dire que mon père, il travaillait pour Shell et ma mère, elle est cultivatrice, elle est agricultrice. Donc on était tout le temps, je crois, un week-end sur deux ou tous les week-ends, on était au village, on travaillait la terre, on débroussait, récoltait les fruits. Les vacances, on les passait pratiquement tout le temps à Mibanga, donc dans mon village. Et bien qu'ayant plein de frères et sœurs, j'ai 14 frères et sœurs, je me sentais seule. Parce que chacun de nous avait un peu son binôme. Mes deux petites sœurs, elles sont soudées comme tout. Mes frères, ils sont soudés. Et moi, mon binôme, en fait, elle vivait à Port-Gentil. Ce qui fait que je me sentais tout le temps seule. Bien qu'étant entourée, avoir de l'amour autour de moi, je me sentais tout le temps seule. Mes complexes physiques ont commencé très très jeune. C'est-à-dire que j'étais très mince. Et à 9-10 ans, je crois, l'année d'avant, à mes 9 ans, pendant les vacances où j'avais 9 ans, j'avais pas de poitrine, j'avais rien. Et l'année de mes 10 ans, ma poitrine est sortie comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à 10 ans, j'avais les seins que j'ai aujourd'hui. Et c'était vraiment très difficile à comprendre parce que les filles de mon âge n'avaient pas de seins. Et moi, j'en avais, je ne comprenais pas pourquoi. Les gens se moquaient de moi. Même avant que je puisse avoir mes seins, on se moquait de moi. J'étais trop maigre, franchement, c'était abusé. Je me souviens qu'à 11 ans, j'avais 30 kilos. Parce que j'étais allée en colonie de vacances, on nous avait pesé et je sais qu'à 11 ans j'avais 30 kilos. Mais donc quand je vous parle de 9-10 ans, si ça se trouve j'en avais 25, 26, 27, tu vois, pour une fille grande de taille, c'était vraiment bizarre. Et donc tout le monde se moquait de moi. J'ai toujours eu de complexes physiques depuis l'enfance et ce qui s'est un peu accentué avec l'adolescence. Donc quand je suis allée en 6e, j'ai essayé de faire en sorte que ça ne se voit plus. Que j'avais pris conscience du fait que j'étais différente et que c'était pas un problème. Les gens se moquaient de moi, mais je pleurais plus. Au primaire, n'importe qui me bastonnait. J'étais tout le temps en train de pleurer, j'étais tout le temps en train de me sentir bizarre par rapport aux autres. J'étais pas heureuse, je comprenais pas, je savais même pas c'était quoi en fait être heureuse. Bien qu'ayant, comme je dis tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure, bien qu'ayant une famille aimante, présente, on a toujours eu des bonnes discussions avec mon papa, avec ma maman et tout. Mais je me suis jamais sentie à l'aise. Et en arrivant en 6e, j'ai essayé de mettre tout ça derrière moi, essayer d'avancer comme ça. Chaque fois quand c'est le début de l'année, on essaie de te trouver un surnom et tout ça pour se moquer. En 6e, ils m'ont trouvé un autre surnom, c'était Idumbiti, donc ce qui veut dire l'ombre. Je sais pas l'ombre de quoi, bref, j'étais l'ombre. La fois où vraiment ça a été la fois de trop, c'est un gars de ma classe, j'étais en 3e, qui a osé m'appeler Olive, la femme de Popeye. Putain, je lui ai mis une de ses tartes. Je lui ai mis la tarte et je me suis retournée, j'ai commencé à marcher. Je me suis dit, ça y est, le mec il va me tuer. Je marchais en tremblant. Mais bref, il n'a rien fait. Je suis rentrée chez moi en paix. Je suis revenue le lendemain. Il s'est même excusé. Et là, je me suis dit, en fait, tu as un pouvoir. C'est à toi de faire cesser. C'est à toi de faire cesser ces moqueries. C'est si tu veux en fait être victime, bah, c'est ton problème. Mais si tu as envie de sortir de ça, cela ne tient qu'à toi. Donc c'est à ce moment-là que j'ai réalisé ça et que je me suis dit, je ne vais plus jamais me laisser affecter par les moqueries. Je vais juste vivre ma vie. Quoi. Si quelqu'un se moque de moi, soit je rigole ou je passe. Mais bon, je pense que les tartes, je ne pourrais plus en mettre parce que ça me fait tellement peur. C'est la première fois de ma vie que je gifle quelqu'un, surtout de ne pas avoir la baffe retour. Donc bref, je me suis dit, c'est à moi de changer l'histoire. C'est à moi de changer l'histoire. Et c'est à ce moment-là vraiment que j'ai pris conscience que j'avais un pouvoir. Si je laissais les choses se passer comme elles se passaient, c'est parce que c'était moi qui laissais se passer comme ça. Et que si je voulais changer ça, ça ne tenait qu'à moi. J'ai toujours eu ce contraste-là en fait dans ma vie, être entourée de plusieurs personnes, mais me sentir totalement seule, me sentir totalement différente, d'avoir l'impression de ne pas vivre la même vie que tout le monde en étant dans le même environnement, en ayant les mêmes chances et tout. Par exemple, j'ai jamais pensé qu'un jour j'aurais pu avoir mon bac, alors qu'aujourd'hui je me dis mais c'était tellement logique, c'était tellement évident. On était dans un super beau lycée, pardon, où tout se passait bien, les enseignants étaient des super enseignants, l'école était subventionnée par Shell, donc ils nous faisaient venir des bons professeurs et tout. Mais à ce moment-là, en fait, je ne réalisais même pas pour moi, ma vie, en fait, presque n'en valait pas la peine. Et même, je me souviens, quand j'ai créé mon compte Facebook, la première fois, ce que j'ai mis,
ma vie en vaut la peine. C'était pour m'auto faire comprendre qu'en fait ma vie en valait la peine. En sixième, je crois, il y a une fille qui faisait genre la lecture sur les mains, là. Genre elle va lire ton avenir sur les mains, et la meuf m'avait dit tu vas rien faire de ta vie et rien ne va se passer dans ta vie. Bref, tu vas naître et tu vas vivre ici, tu vas faire beaucoup d'enfants et tu vas mourir à Mibanga par exemple, dans ton village avec ta maman, tout ça. Ça m'avait traumatisée et c'est quelque chose qui est resté dans ma tête. Et en cinquième, il y a le SG de l'école, donc je crois le secrétaire général de l'école. Je sais pas pourquoi il est venu dans notre classe et après il a commencé à raconter n'importe quoi à tous les élèves. Et lui, il m'a dit à moi, toi je sais que d'ici la fin de l'année tu seras enceinte, rien ne va se passer dans ta vie, tu vaux rien, tout ça. Il me l'avait dit comme ça. Et ce sont des choses qui me sont restées. Je me suis dit, je vaux rien en fait. Je sais que je ne vaux rien, je suis transparente. La preuve, on m'appelle l'ombre, on m'appelle Idumbiti, donc je ne vaux rien. Je sais même pas si, je réalisais même pas que je pouvais terminer mes études, mais j'avançais juste comme ça. Je me disais, j'avance. J'ai rêvé faire du mannequinat très tôt, mais c'est quelque chose qui s'est vite enfui. Parce que je n'avais pas confiance en moi, je n'avais pas... bref, c'est quelque chose, je me suis dit, oh c'est bien le mannequinat et tout. En fait, j'aimais bien la mode, mais je ne savais pas ce qu'était le mannequinat. Et une fois, j'ai vu Naomi Campbell, et dans ma ville, on m'appelait Naomi Campbell quand j'allais dans notre supermarché et tout. Mes tantines m'appelaient comme ça, Naomi Campbell du Gabon, Naomi Campbell de Gamba. Je savais pas c'était qui la Naomi Campbell en question. Une fois on l'a vu à la télé, je pense que c'était à France 2 ou je sais pas quoi. Et je me suis dit, ah oui c'est vrai, c'est ce que je veux faire. On la voyait marcher avec de l'assurance et tout. Je me disais, oui, c'est ce que je veux faire. Mais c'est quelque chose que je disais comme ça, c'est un rêve, j'ai envie de le faire, mais sans plus. J'étais pas belle, j'étais pas aussi belle qu'elle, j'étais maigre comme un clou, j'avais des seins, on m'appelait la fille au long sein. Bref, j'étais pas... Je me disais à quel niveau tu peux arriver là, quoi. Bref, je me disais que je voulais faire ça, mais à part ça, j'avais pas de rêve extraordinaire. Mais ce qui est sûr, c'est que je voulais voir le monde. Parce que ma mère, elle regarde beaucoup des séries télé et ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Je me suis toujours dit que j'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir le monde, voir comment ça se passe ailleurs. À part ça, non, j'avais pas de grands rêves. J'avais pas de grands rêves. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein. C'est genre, j'avais déjà commencé le mannequinat, je m'étais déjà lancée dans la mode et tout, et que si tout le monde, vu que là d'un coup les gens commençaient à m'admirer, même ceux qui se moquaient de moi, même des amis d'école qui se moquaient de moi quand j'étais ado, là commençaient à me dire, oh, t'es magnifique, t'es jolie, t'es ceci, là, oh là là, machin. Je me suis dit, bah, s'ils disent tout ça, c'est que peut-être c'est vrai, mais je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai jamais vraiment réalisé que j'ai des atouts physiques ou quoi que ce soit. Je me dis juste que je suis un être humain normal, que je suis belle comme toutes les créatures de Dieu et que je suis qui je suis. Je suis unique. C'est tout. Je ne me sens pas plus belle que qui que ce soit. Je ne me sens pas mieux que qui que ce soit. Mais bon, j'évolue dans le mannequinat. Ça veut dire que j'ai quand même... je me dis que si j'évolue dans le mannequinat et que parfois dans les castings on me recrute, c'est qu'il y a forcément une raison. Mais bon, les atouts physiques, je sais pas. Très vite, j'ai compris que, comme je disais tout à l'heure, que c'était à moi de changer la donne, de ne pas laisser m'influencer par ce que les gens pensaient de moi ou bien que par les dires des autres. En fait, s'ils disent que je suis laide, c'était parce qu'ils le pensent eux, mais c'est pas forcément la pensée que j'ai de moi. Et très vite, en fait, j'ai développé cette façon de réfléchir. Pas forcément que je pense et que je sais que j'ai des atouts, non, c'est juste que je sais que je suis un être humain normal et que je suis unique et que Dieu m'a créé comme je suis et que c'est ça ma force en fait. Et que personne ne peut ébranler cela. C'est vraiment cette force mentale que j'ai. Et c'est un peu, pour moi, c'est plus basé sur le mental que sur le physique. J'ai un neveu, il m'avait dit ah, t'es vilaine, je crois que je l'avais embêté, ou bien je devais lui donner un truc, au final je lui ai pas donné, il m'a dit oh, t'es même vilaine, tu es méchante, tu es ceci, cela, regarde comment tu es laide et tout ça. Et je lui ai dit mon ami, tu penses que c'est aujourd'hui que c'est toi qui me fais découvrir que je suis laide, que je suis vilaine, mais je le sais depuis que je suis née, tous les jours je passe devant un miroir, je sais que je suis vilaine, et ça ne me fait ni chaud ni froid que tu me le dis, c'est quelque chose que je sais qui est en moi. Ça ne me change absolument rien à qui je suis. Et bah si je suis vilaine, je suis juste vilaine. Et le mec, lui, ça l'a fait pleurer. Il avait 7-8 ans, riche peu, moi, mon petit, mon neveu à moi. Et le mec, il avait 6-7 ans, je pense que ça l'avait traumatisé en mode, il pensait me faire du mal, mais ça m'a rien fait. Et là encore, j'ai réalisé que c'est à moi de changer en fait
la donne. C'est pas parce que quelqu'un dit que je suis laide que je dois croire, ou bien même si jamais je suis laide en réalité, qu'est-ce que j'y peux? Je n'y peux absolument rien. Je ne peux que vivre ma vie comme je la vis, je ne peux rien faire. Je peux pas aller me... Par exemple, dans le mannequinat, on te dit, il y a des moments où on te dit, bah, t'as des gros seins, ah, t'es un peu trop grande, ah, t'es un peu trop ceci. Il y a des choses que je peux pas changer. Si t'es un peu trop ronde, tu peux encore perdre 1 kilo, 2 kilos. Qu'est-ce que je fais pour mes seins? Je peux rien y faire. Là, j'ai une cicatrice sur le visage. Je peux l'enlever, mais ça fait partie de moi. C'est un accident que j'ai eu. L'accident, il ne va pas disparaître. C'est un traumatisme que j'ai à vie. J'ai peur des voitures, j'ai peur des vélos, j'ai peur de la vitesse, j'ai peur de l'avion. Parce que j'ai eu cet accident. Si j'enlève ma cicatrice sur le visage, ça ne changera pas le traumatisme que j'ai vécu. Quand j'étais à Shanghai, par exemple, j'ai commencé le mannequinat. Mon premier défilé, je l'ai fait quand j'étais à Shanghai. Et j'avais des cheveux, genre j'avais des cheveux normaux. Et pour un défilé, il y avait une dame, en fait, une éthiopienne qui gérait les tendances en fait des défilés, et elle m'a dit toi tu serais trop jolie avec une petite coupe, on va te couper les cheveux juste là, et je pense que ça t'attirait bien. Et là je me suis, au fur et à mesure en fait, je me rends compte que ma tête est bien, que mon profil est pas mal. J'aime bien mon profil, j'aime bien mes longues jambes. Je me suis pas réellement dit. Quand j'ai eu mon bac, en fait, avant ça, j'avais dit à mon père, quand je lui disais que j'aimais beaucoup Naomi Campbell, j'avais dit à mon père et à ma mère, ils étaient tous là au salon. Et bon, ma mère, elle n'a même pas réagi dessus, elle s'en foutait. Et lui, il m'a dit ah non, tu vas pas faire ça, ça c'est des trucs de striptease et tout, c'est du n'importe quoi. Non, de toute façon, quand tu as qu'à avoir ton bac, quand tu auras eu ton bac, tu pourras faire ce que tu veux de ta vie. Mais avant ça, tu ne feras pas de ce genre de choses, nanani. Et je pense que c'est cette phrase-là qui m'a donné envie d'aller jusqu'au bac, parce que là j'avais un objectif. Et quand il m'a dit tu pourras faire ce que tu veux de ta vie, je me suis dit ah, ça veut dire que à partir du bac je peux faire tout ce que je veux. Genre je vais habiter toute seule, je vais me balader je vais faire ce que je veux, parce que souvent on voulait aller à des concerts, le mec me disait non on ne peut pas y aller, il n'y avait pas vraiment de raison pourquoi on ne pouvait pas y aller, bref on n'y allait pas. Et là je me suis dit si j'ai mon bac, si je vais jusqu'au bac, et là je vous dis ça, j'étais en 3e je crois. Et je me suis dit, attends, dès que j'ai mon bac, je suis genre libre de faire tout ce que je veux de ma vie. Quand j'ai eu mon bac et que finalement j'ai eu une bourse pour le Togo, j'étais très déçue. Parce que je m'attendais à avoir une autre bourse. Franchement, je m'attendais à aller, je rêvais d'aller au Canada, d'aller en Suisse. Au dernier genre, je me disais au dernier truc, j'irais soit en France ou au Botswana. C'était le pays de mes rêves en Afrique, c'était le Botswana. Mais quand j'ai eu le Togo, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire au Togo? Et là, le rêve encore du mannequinat, c'était encore plus enfoui en moi, en mode, mais c'est bon, quoi, c'est mort, tu vas rien faire au Togo. Alors que c'est là où ça s'est vraiment réveillé. Mais de façon inopinée, parce qu'une copine de ma classe m'a emmené passer un casting, et à ce moment-là j'ai réussi le casting, c'était pour l'Expo universelle de Shanghai. Donc je suis partie, et à ce moment-là je me suis dit ah, s'ils me choisissent, je suis vraiment digne de pouvoir devenir mannequin. Bon, quand j'ai passé le casting, je crois que j'ai dit à ma soeur, c'était un 19 janvier je crois, j'ai dit à ma soeur, ah, j'ai passé le casting, j'ai passé un casting et tout, c'est pour l'Expo universelle de Shanghai. Elle me dit, ouais mais c'est bien de commencer doucement, tu ne peux pas directement aller à Shanghai comme ça. Je l'ai dit à ma maman, elle m'a dit, elle était super contente, genre si tu réussis le casting c'est bien et tout, tu vas découvrir le monde comme tu voulais. Et au moment où je l'ai dit à mon père, il m'a dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? On t'envoie pour étudier, toi ce que tu penses faire, c'est aller faire le mannequinat pour aller en Chine. Quel mannequinat en Chine? En Chine, c'est la prostitution. En Chine, c'est je ne sais pas quoi. Le mannequinat, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. En fait, c'est un peu ça. Les premières réactions que j'ai eues de mon entourage proche, c'était ça. C'était faites très attention, c'est pas bien, c'est pas une bonne vie, vous êtes tout le temps nu, vous êtes tout le temps... Mais alors que le mannequinat m'a vraiment apporté beaucoup au niveau de la... comment dire, de la force morale, au niveau de la prise de conscience qu'on est belle, on est tous beaux et belles comme nous sommes franchement, et que la beauté africaine c'est quelque chose d'extraordinaire. Et après ça, on est resté à Shanghai 9 mois, donc on était 12 mannequins, on est revenu au Togo. C'est-à-dire que pour moi, en fait, quand j'ai fait les 6 mois, c'est comme si j'avais fait une formation et que là j'étais déjà top modèle international, genre. Et après je suis revenue au Togo.
Là, il fallait remonter dans toutes les étapes parce qu'au Togo, personne ne te connaît, personne ne voit que tu étais à Shanghai, tant mieux en fait. Et en plus, tout est resté à Shanghai, on n'a même pas vraiment d'archives par rapport à ça. Et donc, il faut totalement construire toute une carrière parce que dire que tu as défilé pendant 6 mois, c'est rien, ça ne veut rien dire. Mais j'ai beaucoup aimé en fait aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis j'ai beaucoup aimé d'avoir commencé comme ça parce que souvent les gens se disent qu'on commence d'un coup, tu deviens célèbre. Et la preuve, c'est ce que je pensais, mais c'est totalement faux. Il y a vraiment des différentes étapes par lesquelles passer. J'ai commencé à défiler au Togo, j'ai défilé au Ghana, au Bénin, ou encore au Sénégal, en Guinée, pas Guinée-Conakry, en Guinée équatoriale, au Burkina. En fait, ce sont des étapes au fur et à mesure. J'ai défilé, j'ai fait d'abord des tout petits défilés, parfois même des défilés qui n'étaient pas payants, faire des pubs et tout, des trucs qui n'étaient pas payants. Je vérifiais pas, comment on appelle ça, au niveau de l'argent. Je ne regardais pas vraiment l'argent, je regardais le fait qu'on me voit à la télé, on me voit, les gens en étant au Gabon pouvaient voir que j'avais fait un défilé, des photos qui sortaient dans Amina, des trucs comme ça en fait, j'étais toute contente. Et au fur et à mesure, c'est monté crescendo. J'ai d'abord commencé à faire des défilés comme ça, après j'ai défilé pour Visco, j'étais mannequin attitré de Visco au Togo, au Bénin, et après je suis revenue au Gabon donc en 2013. Entre temps j'avais stoppé mes études donc au niveau de la licence, je voulais plus parce que je savais pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie au niveau des études parce que je dis que j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire et que j'apprenais juste comme ça. À un moment donné je me suis dit stop et je vais me concentrer sur ce que j'aime faire. Et quand j'aurai vraiment une idée précise de ce que j'ai envie de faire, je vais me relancer. J'ai une idée précise maintenant, mais je ne me suis pas toujours relancée. Bref. Ouais, je disais qu'après, je suis venue au Gabon. Donc, j'ai découvert la mode gabonaise. C'était en 2012. Et après, je suis revenue m'installer au Gabon en 2013. Et de là, je me suis rendu compte que je pouvais être un mannequin international. Et que là, c'était comme dans la vie, c'était à moi de décider. C'est-à-dire que depuis le Gabon, je pouvais faire tout pour pouvoir participer à des événements internationaux, non rester juste au Gabon. J'avais rencontré une dame en fait qui s'appelle Libradas et elle organise un événement en Guinée équatoriale. Je l'ai rencontrée en 2012 au Togo et elle avait pris mes contacts et elle m'a recontacté pour pouvoir participer à son événement en Guinée équatoriale. Et cette même année-là, j'ai pu contacter Adama Paris pour faire la Dakar Fashion Week. J'ai pu participer et après j'ai participé au FIMA et donc pour avoir fait ces 3 événements-là pendant la même année, en étant basée au Gabon, je me suis dit que c'était quand même, pour moi, c'était quand même ça être mannequin international, de pouvoir, en étant basée quelque part, pouvoir voyager au fur et à mesure et revenir sur son lieu de résidence. Et après, je suis venue en France pour la première fois en 2014 et j'ai passé un casting dans le Labo Ethnique, c'était l'événement de référence de la mode africaine. Il y avait la Black Fashion Week et comment ça s'appelle déjà, le Labo Ethnique. Et donc j'ai participé au casting là, je l'ai réussi. Voilà, et donc j'ai participé à cet événement là en 2014 et l'année qui a suivi j'ai fait l'événement j'ai défilé en Hollande, à Amsterdam, pareil, c'était moi qui faisais en sorte que les événements puissent venir à moi. Donc vu que je savais que les gens ne me connaissaient pas forcément, il fallait que je rentre en contact avec les différents créateurs, les différents organisateurs des événements pour proposer ma candidature, proposer mes services et tout, et pouvoir défiler pour ces trucs-là. Et à un moment donné, en fait, je pense que c'est dans les 2013-2014, je me suis dit, à partir de maintenant, il faudrait que ce soit payant et que ce soit rentable. Donc si je dois aller à un événement, il faut que au minimum, je dois avoir tous mes frais soient pris en charge. Et que derrière ça, je dois avoir un cachet. Depuis l'année dernière, on s'est installé enfin en 2018, et depuis 2019, j'ai pu intégrer 2 agences de mode, la première à Londres qui est mon agence mère, donc c'est Prime Models, et grâce à cette agence en fait londonienne, j'ai pu intégrer une agence parisienne, donc Martin Womans, et depuis fin 2019 aussi, j'ai intégré une agence italienne qui s'appelle No Logo. Et pour l'instant, j'ai pas encore défilé avec No Logo, mais je sais que j'ai pu travailler avec l'agence parisienne et l'agence londonienne. Voilà. C'est un peu ce qui fait en sorte que je me considère comme un mannequin international. Un petit peu fière de la petite mi-banganaise, parce que franchement, je me considère comme une petite mi-banganaise. Et la petite gambanaise, la petite fille de Roger Lutheron. Je suis contente parce que je connais les réalités dans lesquelles j'ai grandi et avec lesquelles la plupart des filles que je connaissais à cette époque-là ont grandi et qui sont restées en fait dans ces mêmes réalités-là, qui n'ont pas forcément ouvert leur esprit, qui n'ont pas forcément eu les chances que j'ai eues moi
dans la vie, de pouvoir percer finalement dans cette passion-là qui m'est revenue, donc que j'avais choisi. Je suis un peu fière et quand j'y pense, en fait, tout le temps, en fait, je me dis, je dois me réjouir de ce que je suis en train de vivre pour elles, pour ces filles-là ou bien pour ces jeunes mecs-là avec qui j'ai grandi, qui n'ont pas forcément eu la chance de pouvoir vivre de leur passion, de pouvoir aimer faire ce qu'ils font aujourd'hui. Et voilà, c'est un peu ça. Et je suis aussi fière d'être la fille de mes parents, je suis fière de l'éducation qu'ils m'ont donnée parce que ça m'est resté et je continue à comment dire, à le méditer, à le vivre, je vis ça vraiment, donc d'être ancré sur la réalité, d'être ancré sur la terre, de ne pas vouloir des choses, de ne pas vouloir plus que ce qu'on a, ou bien pas forcément vouloir plus. Si on veut plus, il faut travailler plus, il ne faut pas juste vouloir et que ça nous tombe du ciel, ça me fait peur. Et donc je préfère travailler dur pour avoir ce que j'ai, c'est un peu, dans ces valeurs-là que j'ai grandi et je suis contente de pouvoir les garder, les mettre en pratique tous les jours. Avant que le corona n'arrive, par exemple, mon quotidien, c'était, j'habite à Marseille et 4 fois par an, je monte à Paris pour passer les castings pour les Fashion Week. Et depuis l'année dernière, ou bien depuis début 2020, je dois faire maintenant Paris et Milan. Comme j'ai une agence là-bas et j'ai aussi une agence sur Marseille, donc à chaque fois je suis un peu basée sur, je me base un peu sur ça. J'ai mon calendrier, c'est ça, 4 fois par an. Et entre temps, je peux avoir des contrats de pub, des contrats voilà, de représentation pour certaines marques, pardon. Et dans ma vie personnelle, je vis avec mon amoureux, tout se passe super bien. Et pour les autres business, j'ai une entreprise au Gabon donc de réservoir d'eau. Nous sommes 8 en fait qui avons créé cette entreprise-là qui s'appelle Emma Plasturgie. Donc mon quotidien, c'est un peu de rentrer en contact avec eux pour chercher à savoir comment ça va de ce côté-là, essayer de gérer la communication de la boîte. Et de notre côté, je fais aussi du personal shopping pour certaines personnes basées au Gabon ou en Afrique francophone. Et depuis quelques mois, maintenant on va dire 1 mois et demi, 2 mois, j'ai remis en place un talk show qui s'appelle Parlons Mode qui essaie de valoriser la mode gabonaise, la mode africaine, la mode mondiale. C'est d'être qui vous êtes et d'essayer de vous donner les moyens d'atteindre vos objectifs, de ne pas rêver de la facilité. Rien n'est facile dans la vie. Quand c'est facile, il faut avoir peur parce que on ne sait pas ce que ça cache derrière. Moi, j'aime bien fighter, même quand des choses, quand je vois que j'ai trop de positif, là, je commence à me poser des questions. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? J'aime bien fighter avec la vie. C'est ce qui me fait kiffer chaque instant. C'est ce qui me fait kiffer chaque réussite. Pour moi, chaque élément positif, ce sont des réussites parce qu'il y en a plein qui ont échoué, il y en a plein qui n'y sont pas forcément arrivés pour avoir lâché plus tôt. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'être motivé, d'être déterminé. C'est pas juste un mot, d'être vraiment déterminé, d'avoir un objectif et d'atteindre cet objectif-là. Tant qu'on est en vie, on peut le faire, quel que soit l'âge qu'on a.